Comment ils vont ces petits coquins là? J'espère que vous allez bien. Évidemment aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau concept autour des contes. Alors j'ai pas trouvé de titre à l'heure actuelle à cette série hein, pour l'instant. Peut-être que ça viendra, peut-être que je trouverai entre temps ou que vous me donnerez des idées, je n'en sais trop rien. Mais voilà, aujourd'hui on va commencer sur les chapeaux de roue puisque je vais pas vous raconter un seul conte mais deux. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais rajouter quand même quelques petits mots parce que ces vidéos autour des contes c'est un projet que j'ai depuis l'ancienne comme disent les jeunes. Faut savoir que ma mère quand j'étais plus jeune me racontait déjà beaucoup d'histoires et puis elle était conteuse. Alors c'était pas son métier principal mais elle racontait beaucoup d'histoires et elle se retrouvait avec d'autres conteuses et puis elle donnait des petites représentations à droite à gauche quand il y avait des anniversaires, elle nous racontait des histoires aussi. Bref, c'est devenu une grosse passion et moi j'ai bercé un petit peu là-dedans toute ma jeunesse. Donc voilà, moi j'aime bien raconter des histoires aussi. Peut-être que c'est lié. Alors le but avec ce format, moi c'est vous faire découvrir ou redécouvrir des contes, des histoires que vous avez peut-être entendues quand vous étiez jeune. Et en fait, bah c'était peut-être pas les vraies versions parce que les vraies versions souvent elles sont ignobles. Voilà. Non, il faut le dire au bout d'un moment, c'est une catastrophe. Je me suis beaucoup documenté, j'ai acheté beaucoup de livres, je donnerai des références au fur et à mesure des vidéos d'ailleurs, pour ceux que ça peut peut-être intéresser. Mon but aussi, c'était d'aller chercher les premières versions à chaque fois. Donc c'est pas mal de travail de recherche parce qu'il y a des écrits qui ont disparu. Et puis, il faut savoir que les contes de base, c'était plus dans la tradition orale. Ça a été mis à l'écrit assez tard. Hein. On connaissait les frères Grimm, on a Charles Perrault, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, quand tu découvres les originaux et ce que peut-être en a fait Disney aujourd'hui... Oh les princesses, elles ont mangé chaud hein. Donc voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, on va se faire deux histoires aujourd'hui. On va commencer avec un énorme classique. Je pense que vous l'avez déjà tous entendu au moins une fois dans votre vie. C'était d'ailleurs l'histoire préférée de ma fille pendant très très longtemps. Je veux bien entendu parler des Trois Petits Cochons. C'est donc l'histoire de trois petits cochons qui s'en allèrent faire fortune de par le monde. Le premier petit cochon, un jour, rencontre un homme qui se promène, voilà, comme ça, et sur lui, il a une botte de paille. Donc le petit cochon l'interpelle, il lui dit « Oh, bonhomme, donne-moi ta botte de paille, je vais me faire une maison avec. » Donc là, le mec lui donne sa botte de paille, il n'est pas surpris qu'un cochon lui parle déjà, premièrement, et surtout, il se fait raqueter, hein, faut quand même le signaler. Le cochon le prend et il commence à se construire une superbe maison, voilà, en paille. Belle finition, si Stéphane Plaza passait par là, il hurlerait. Donc il rentre chez lui, il est bien. Le lendemain, il est tranquille, il va à ses occupations, et ça toque. Salut, c'est le loup, est-ce que tu peux m'ouvrir? Bah le cochon il est en mode bah non, parce qu'en fait t'es un loup, j'ai pas super confiance. Le loup commence à s'énerver, il dit attends, tu ne veux pas m'ouvrir? Alors mec, je vais péter un plomb, je vais souffler, je vais gronder et ta maison je vais la défoncer. Et le cochon il dit oui mais enfin frérot je vais pas ouvrir. Donc là le loup il prend plein poumon, hein. Il souffle, il met des tatanes dans la maison, il met la totale, la maison elle s'envole. Plus rien. Et le cochon, il est au milieu et il le regarde et il est dégoûté. Il s'était fait chier à faire une maison. Le loup le prend par le callback et il dit je t'avais prévenu. Il le tue. Ouais, belle ambiance. Fin du premier petit cochon. Le deuxième petit cochon, lui, pareil, rencontre un homme qui, lui, se promène avec des fagots de bois et il interpelle. Ah, bonhomme, donne-moi ton bois. Je vais me construire une maison. Donc là, le mec, toujours pas choqué de voir un cochon qui parle, lui donne, évidemment, le bois et se fait également raqueter. Le cochon, donc, décide de se faire une superbe maison en bois. Vraiment, il met du cœur à l'ouvrage et il se fait une superbe maison, encore une fois. Et puis, un beau jour... Bonjour, est-ce que tu peux m'ouvrir? C'est le loup. Bah non, pas super chaud pour t'ouvrir. Par ma barbiche, je ne t'ouvrirai pas. C'est ça qui est dit dans le livre. Par ma barbiche, gars. Ah, tu vas pas m'ouvrir. Eh bien, je vais souffler, je vais gronder et je vais défoncer ta maison. Eh bien, tu peux toujours essayer. Ok. Ouah, il souffle, il met une totale à tel point qu'il ne reste plus rien de la maison, ne serait-ce que ce pauvre petit cochon qui est au milieu et qui n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Là, le loup débarque vers lui et dit « Gars, je t'avais prévenu. » Et il le graille aussi. On raconte qu'il reste encore des petits morceaux de jambon qui sont au rayon charcuterie chez Leclerc. Le deuxième petit cochon, mort. Et vient donc évidemment le troisième petit cochon qui, lui, rencontre, vous l'aurez compris, un homme qui se promène avec des briques. Et il lui dit, bonhomme, donne-moi tes briques. Je vais me fabriquer, me construire ma propre maison avec. Donc là, le bonhomme lui donne l'entièreté de son matériel et le petit cochon se fabrique une superbe maison, une villa, frérot, incroyable. Sauf que, évidemment, un jour, qui vient à sa porte? Le loup. Bonjour, je suis monsieur le loup, voilà, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Là, il fait super chaud dehors, j'aimerais boire un verre et tout. Le cochon lui dit non, non merci, allez voir ailleurs. Donc là, le loup s'énerve. Quoi? Moi? Ok, je vais souffler, je vais détruire ta maison. Tu m'as pris pour qui? Bah pour le loup. Il dit, ok, et ben du coup, il s'énerve. Il souffle, il met la max, il met des patates partout, il se fait mal même parce que c'est de la brique. Et il se rend compte que ça ne sert à rien. La baraque ne bouge absolument pas. Donc là, il se dit, merde, lui, je vais pas l'avoir comme ça. Donc là, il réfléchit, il se dit, ah ok, d'accord, j'ai une idée, il veut jouer
jouer au con. Je vais jouer au con. Et il lui dit, petit cochon, non c'est bon, j'ai compris, effectivement, belle baraque. À tout hasard, est-ce que tu aimes les navets? Donc là, le petit cochon, il lui dit, oui, j'aime bien les navets. Il fait, écoute, je sais où c'est qu'on peut aller en chercher, il y en a plein. Je te propose, si tu veux, on y va tous les deux. Ouais, bah ça me tente bien, etc. Mais c'est où ça? C'est dans le champ du forgeron, là, pas très loin. Si tu veux, demain, je passe te prendre et on va en chercher ensemble. Ok, d'accord, bah à quelle heure? Ce sera demain, allez, à 7h. 7h, ok, c'est noté, on fait comme ça. Et le loup s'en va. Le lendemain arrive, mais qu'est-ce qu'il fait, le petit cochon? Au lieu d'attendre 7 heures pour y aller, lui il va à 6 heures. Il y va à 6 heures, il récupère tous les navets qu'il peut, il rentre chez lui, il ferme la clé et il commence à cuisiner, nanani, nanana, vas-y que je te mets du navet à droite, du navet à gauche, super. Qui c'est qui arrive? C'est le loup. Bon bah t'es prêt? On va chercher les navets quoi. Oh les navets! Mais attends, mais là je suis déjà en train de les cuisiner, ils sont bientôt terminés. Il fait comment ça? Il fait bah ouais, moi j'y suis allé un petit peu avant et voilà, j'avais tellement faim, je suis allé avant. Le loup dans sa tête il est fou. Putain, il m'a baisé encore. Bon, il prend sur lui. Ouais, ok, super, pas de soucis, c'est pas grave. Est-ce que t'aimes les pommes? Le petit cochon il dit ouais, moi j'adore les pommes. Il fait écoute, je connais un spot, un arbre, c'est le plus bel arbre de la région, le plus grand arbre de la région et il fait les meilleures pommes. Si tu veux, demain, je passe te chercher, on y va ensemble. Et alors là, le petit cochon il dit putain, les pommes. Ok, d'accord, à quelle heure? Allez, on y va à 4h. Il fait ok, pas de soucis, demain 4h, je t'attends. Nickel. Et le loup repart. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le loup est un peu con. Non, parce que là, on a capté le stratagème, ok? D'accord. Mais bon, le loup s'en va, il dit ok, demain à 4h, let's go. Le petit cochon, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'aurez compris, à 3h, il trace sa mère. Effectivement, il trouve l'arbre, parce qu'il lui avait indiqué, ouais, c'est dans chez le curé, là, le verger du curé, tu peux y aller. Ok, il y va, et il commence à monter à l'arbre. Effectivement, les pommes sont fabuleuses, il a un petit panier, il commence à mettre à l'intérieur, nani, nana. Sauf que là, il regarde sa montre, et il voit quoi? C'est l'heure qu'il avait donnée au loup, et le loup arrive, en fait, et le loup le voit au loin sur l'arbre. Il se dit, bah, t'es déjà parti sans moi? Bah oui, bah voilà, j'ai pas pu attendre aussi, voilà. Je vous l'ai dit, c'est l'arbre le plus immense, en fait, de la région, et il était tellement grand qu'il a pris du temps pour sélectionner les meilleures pommes. Donc là, le loup, il est en bas, il dit, bon, bah alors, ces pommes, est-ce qu'elles sont bonnes au moins? Elles sont stylées? Franchement, c'est les meilleures que j'ai jamais mangées. Goûte. Et il prend une pomme, le cochon, et il lui jette la pomme le plus loin possible. Mais vraiment, une fort, frère. Le loup, très con, encore une fois, il va vers la pomme pour aller la ramasser. Pendant qu'il va chercher la pomme qu'il a envoyée extrêmement loin, le petit cochon, il descend avec son panier et il trace sa mère. Il arrive, il ferme la porte à clé chez lui. Boum, il est chez lui, tranquille. Le loup, il goûte la pomme, ouais, elle est bonne, il se retourne, il n'y a plus personne, il dit putain. Bon, ok, ça suffit. Il va taper chez le cochon. Bon, bah, super, pour la pomme, t'avais raison, super bon. Il fait, écoute, il y a une foire. Voilà, demain après-midi à 3h, je passe te chercher, on va à la foire, on se régale. Écoute, bah, ça me tente bien, moi j'aime beaucoup la foire, on y va. D'accord. Et il lui dit, je te fais confiance, hein, demain 3h sans faute. Et il rentre chez lui. Et évidemment, vous avez compris que lui, il y va pas du tout à 3h. À 2h, il part à la foire, et là, il se régale, il est en mode, waouh! Vraiment, il s'éclate, il voit du monde. C'est vrai qu'elle est cool, cette foire, quand même. J'achèterais bien une baratte, un vieil outil à l'ancienne qui sert à faire du beurre. Hein. Il existe plusieurs styles de baratte, mais là, c'est celle qui nous intéresse. C'est une forme de tonneau, tu vois, une baratte normande à l'ancienne. Il achète cette baratte, ok, et il rentre chez lui, puis il la fait rouler, parce que c'est lourd, il peut pas la porter, il est petit. Et plus il approche de chez lui, plus il se rend compte que, pareil, il va être juste au niveau timing. Et effectivement, il voit en contrebas le loup qui s'apprête à aller chez lui pour le chercher techniquement. Et il se dit, merde, comment je vais faire? Là, je suis foutu. Il se fout dans la baratte, comme il est un peu en hauteur, il se laisse rouler jusqu'en bas. Et il dévale la pente, bam, 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 mais ça fait un boucan de fou. Le loup, il se retourne, mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Il voit le truc arriver, il prend peur, le loup, il part en courant, il trace, il a peur de sa vie, le mec. Dès que le petit cochon, il arrive en bas, il rentre à l'intérieur, il met tout à l'intérieur, il ferme ma clé, il fait c'est bon, je vais pouvoir faire du beurre. Je l'ai échappé belle. 10 minutes après, qui c'est qui revient toquer? Le loup. Tu sais pas, il m'arrive un truc de fou, je venais chez toi, il y a un truc qui m'est tombé dessus, qui faisait un boucan pas possible, j'ai la peur de ma vie. Eh oui, gros bêta, je t'ai bien eu. C'était moi, en fait, j'ai pris ma baratte, je suis descendu, je suis dû aller à la foire, enfin tu me prends pour un con quoi. Et là, le loup, il explose, il fait une fois, 2 fois, 3 fois, j'en peux plus. Il pète en plan, il fait moi, tu m'as pris pour un fils de pute. Ok, la vie, ma mère. Il va chercher une échelle, il monte sur la maison et se dit, je vais descendre par la cheminée. Le cochon, les gars, c'est un des plus grands cuistots que toute la région ait connu. Sur le feu, il a une énorme marmite pleine d'eau, hein, qui est prête pour la cuisine. Il tombe dans la marmite, bam, c'est brûlant, il hurle à la mort. Le cochon, il prend le couvercle, il court, il se jette sur la marmite et il enferme le loup et il le laisse mourir à l'intérieur, d'accord? Il assassine le loup et il attend qu'il soit cuit. Et dès qu'il est cuit, il le sort de la marmite, il le découpe et il le mange. Fin de l'histoire.
Non, mais cette version n'est pas racontable à nos enfants. Voilà pour la première histoire. On est directement dans l'ambiance. On aime manger son prochain, apparemment. C'est le cas pour le dernier survivant de ce Battle Royale. Quelques informations sur le conte. À la base, il est sorti dans une nouvelle qui est parue, je crois, à New York et Londres en 1886. Ensuite, en 1890, il a été réadapté par quelqu'un d'autre. Et la version de Walt Disney qui a un peu popularisé ce conte-là est sortie sous forme d'animé en 1933 et nous en France en 1934. C'est pas une histoire qui était très connue au final en France avant cette date-là. Et puis après, bon, ça a traversé les âges. Et je vous avoue que moi, j'ai découvert cette histoire avec la version Disney, la version édulcorée. Celle-ci, elle est moins cadeau. Eh bien, c'est parti pour la deuxième histoire, du coup, qui s'appelle Le Conte du Genévrier. Il y a bien longtemps, au moins 2000 ans, vivait un homme riche, très riche, avec sa femme, d'une beauté sans pareille, honnête, pieuse, bref, le starting pack complet de la good wife, on va dire, de cette époque-là, et les deux s'aimaient d'un amour fou. Le seul souci qu'ils avaient, c'est qu'ils voulaient un enfant, et ils n'arrivaient pas à en avoir. Voilà, la femme, malheureusement, ne pouvait pas avoir d'enfant, donc là, directement, petit coup de clim dès le début. Bon, comme ils étaient riches, ils avaient une grande maison, et ils avaient également une grande cour, et au milieu de cette cour, il y avait un genévrier. C'est un arbre qui produit des baies, vous avez l'info. Un jour d'hiver, donc, voilà, la femme, elle décide de sortir, profiter, parce qu'il neige, c'est joli, tu vois, beau soleil. Elle décide d'aller peler un petit peu ses fruits, se met sous le genévrier. Et là, elle commence à peler une pomme. Et là, elle s'entaille très profondément le doigt. Une petite goutte de son sang, fait une belle goutte de son sang d'ailleurs, tombe sur la neige au pied de ce genévrier. Tu sais, elle est un peu triste, un peu mélancolique. Elle se dit, oh là, mais si seulement je pouvais avoir un enfant vermeil comme le sang et blanc comme la neige. T'as vu comme c'est beau la bête de phrase? Et puis après avoir prononcé ces paroles, je sais pas, c'est d'un coup elle se sent bien, elle est souriante, comme si elle avait l'impression que son vœu allait être exaucé. Elle plie les gaules comme on dit chez moi et elle rentre dans la maison. Et puis bah les mois passent autour de ce genévrier, de cet arbre. Le premier mois la neige disparaît, le deuxième la verdure revient, le troisième des fleurs apparaissent. Voilà, c'est très beau. Et puis bah les mois passent comme ça petit à petit. Le sixième, les baies commencent à grossir et on sait pas pourquoi la femme se sent mal aussi. Sixième mois, c'est un petit peu bizarre. Le septième, elle décide d'aller cueillir toutes les baies de cet arbre et de les manger. Voilà, elle les graille toutes. Elle vas-y, je graille toutes les baies de l'arbre y passent. Et malheureusement, le huitième mois, elle tombe malade. Elle est mais vraiment malade. Elle est à l'agonie. Du coup, elle appelle son mari et elle lui dit voilà, si vient à m'arriver quelque chose, si je meurs, je t'en prie, enterre-moi sous le genévrier, je t'en supplie. Et le neuvième mois, elle donne naissance à un enfant vermeil comme le sang et blanc comme la neige. Par hasard, alors on sait pas par l'opération du Saint-Esprit, et c'est magnifique. Donc là, elle donne naissance à cet enfant, il apparaît, elle le voit, et là, elle est emplie de bonheur et elle meurt. Morte. Fini. Le mari est donc terrassé, sa femme vient de mourir devant lui, il va néanmoins respecter ses dernières volontés, donc il va prendre les restes de sa femme et les enterrer au pied de ce genévrier et s'occuper de son fils. Très souvent, il va se recueillir devant la tombe de sa femme, il pleure, et vraiment le chagrin est à deux doigts de l'emporter. Et puis bah les semaines passent, les mois passent, et voilà, il essaye de se reconstruire, il prend une seconde femme. Et oui, on reste pas très souvent seul à cette époque-là, je vous le dis tout de suite. Il épouse donc cette seconde femme avec qui, cette fois, il réussit à avoir un enfant et il a une petite fille. Donc là vous vous direz ah bah tout se passe bien, il a un garçon et une fille. Pas du tout, puisque la femme qu'il a épousée est une énorme connasse. Elle ne peut pas blairer son fils et du coup elle lui fait du mal. Elle lui fait du mal tout le temps. Elle le pince, elle l'insulte, elle lui met des fleugis, à tel point que le gamin il est traumatisé. Quand il rentre de l'école il est pas bien. Et bon bah on dirait que le père il est aveugle, soit il travaille trop, soit il voit rien, soit il est aveuglé par l'amour de sa nouvelle femme. C'est souvent comme ça en plus dans les contes, on n'en peut plus frère. Ouvre les yeux au bout d'un moment. Donc un jour où elle est en train de faire du ménage à l'étage, dans la chambre, il y a sa fille qui vient la voir et qui lui dit maman je veux une pomme. Bah bien sûr ma fille. Elle ouvre le bahut, elle prend la plus belle pomme et elle la donne à sa fille. Elle lui dit tiens voilà régale-toi. Et sa fille elle est contente et elle lui dit mais est-ce que mon frère pourra en avoir une aussi La mère ça la saoule quoi. Elle dit putain on me parle encore de celui-là. Elle vraiment ne supporte pas cet autre gamin dans sa vie, ça l'énerve. Elle est agacée, elle dit bah oui il en aura une quand il rentrera de l'école. Puis là elle regarde par la fenêtre, qui c'est qu'elle voit le gamin qui rentre de l'école. Donc là elle est un peu poussée par le malin comme on disait à l'époque. Elle dit ok, tu sais quoi, elle reprend la pomme de la main de sa fille et elle lui dit attends, il est en train de rentrer, il faudrait pas quand même que tu l'aies avant ton frère. Et elle remet la pomme dans le bahut et elle referme. Elle dit allez, va jouer et puis quand il arrivera, je te dirai. Le gamin il rentre, sa belle-mère du coup va le voir, elle dit est-ce que tu veux une pomme? C'est bizarre, là elle me propose un truc, elle est gentille, d'habitude je rentre, je prends 2-3 tartes dans la gueule. Bah oui, j'aimerais bien. Elle fait bah va donc en choisir une, viens avec moi, je vais t'ouvrir le bahut et tu peux choisir celle que tu veux, la plus belle, celle que tu veux. Alors lui il est content, bah d'accord, ok. Donc il monte à l'étage, elle ouvre le bahut et dit bah vas-y, serre-toi. Le gamin se penche sur le coffre, il commence à regarder et au moment où il est en train de regarder, tac, elle ferme d'un coup sec, comme ça, sans crier gare, le coffre sur sa gueule et elle lui coupe la tête. Donc là, la mère, elle se rend compte quand même qu'elle a fait une petite
petite dinguerie, tout de même, elle court dans une autre pièce, elle va dans une commode, elle sort quoi? Un foulard blanc assez grand, elle va chercher la tête dans le coffre, elle assoit son corps, son pauvre petit corps, sur une chaise, elle met la tête dessus, elle serre fort avec le foulard pour qu'on fasse bluff, qu'on n'y voit rien, et dans la main, elle lui met la fameuse pomme, la plus belle des pommes dans la main, et elle descend à la cuisine comme si de rien n'était. Top, hop, hop, faire la popote quoi, genre normal. Et là, sa fille vient la voir, et elle lui dit, bah maman, il y a un problème. Elle dit, bah qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, il est assis sur la chaise, il est tout pâle, il a pas l'air bien, il a cette pomme dans la main, et quand je lui demande s'il peut m'en donner un morceau, il me répond pas, je comprends pas. Écoute, tu retournes le voir, tu lui reposes la question, et s'il te répond pas, tu lui mets une gifle. T'es sûr? Oui, tu lui mets une gifle, il faut qu'il te réponde. Bon bah d'accord, elle y va, elle lui pose la question, et il répond pas. Et là, elle lui met une tarte, une petite tarte avec toutes ces petites forces qu'elle a dans la main. Pac! La tête qui commence à rouler par terre. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle se met à hurler, la pauvre fille. Elle voit son frère devant elle décapité. Et elle part en courant dans la cuisine, en pleurant, en sanglotant. J'ai tué mon frère, j'ai tué mon frère. Elle me dit, mais parle. Mais écoute, j'ai fait comme ce que tu m'as dit. Je lui ai posé la question, il m'a pas répondu. Je l'ai giflé et je lui ai arraché la tête. Et là, la mère, la commedia dell'arte. Oh, ma fille, quel malheur as-tu fait? Qu'as-tu fait, mon Dieu? Elle fait vraiment le plus gros bluff de son histoire, ok? Pas de panique. Arrête de pleurer, je sais ce qu'on va faire. On va aller chercher le corps et je vais le cuire en ragoût à la sauce brune. La mère récupère donc le corps et commence à le découper, tu vois, en petits morceaux pour en faire un ragoût comme elle avait dit, alors que sa fille est à côté en train de pleurer. Elle pleure tellement. Toutes ses larmes tombent dans la marmite, même pas besoin de mettre du sel pour pouvoir assaisonner tout ça. Catastrophique. Le père rentre du travail le soir, tranquillement, et il dit, femme, c'était l'époque. Mais où est mon fils? Tiens, le fils est parti voir sa grande-tante, sans même me dire au revoir, sans rien. Elle fait, oui, il avait tellement envie d'y aller que je lui ai accordé, je lui ai dit, écoute, tu peux y aller, il y va, il reste là-bas pour 6 semaines. Quand même, c'est vraiment bizarre. Je trouve ça inconcevable qu'il m'ait pas dit au revoir avant, mais bon, soit. Et puis il voit sa fille qui est à table et qui pleure. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Et là, il sent l'odeur de la nourriture, il fait, oh femme, j'ai faim aussi, qu'est-ce que tu as fait à manger? Ne t'inquiète pas, j'ai fait un super ragoût à la sauce brune. Et elle lui sert une assiette et il commence à manger. Qu'est-ce que c'est bon, mais c'est vraiment bon. Femme, resserre-moi. Elle le resserre et il mange. À tel point, il aime tellement qu'il lui dit, écoute, donne-moi la marmite, c'est tout à moi, je veux rien savoir, c'est que pour moi, c'est trop bon. Et il mange l'entièreté du plat en suçotant les petits os qu'il jette ensuite sous la table. C'était une autre époque. Hein, elle fera le ménage de toute façon. Moi, je suis riche et j'irai travailler. La petite, pendant ce temps-là, inconsolable, elle descend, elle sort de table, elle va dans sa petite commode et récupère son plus beau foulard et récupère tous les petits os de son défunt frère parce qu'elle sait, elle, ce que c'est et elle s'empresse d'aller sous le genévrier pour les enterrer ici. Et au moment où elle a fini d'enterrer son frère, elle sent que l'arbre se met à bouger, elle lève la tête et voit le genévrier qui se met comme s'il était en train de danser, en train de la remercier. Et elle remarque au sommet de l'arbre un brouillard qui commence à descendre en direction de l'endroit où elle a malheureusement enterré son frère. Et il commence à avoir des flammes de plus en plus grosses, un énorme feu. Et de là jaillit un immense oiseau majestueux qui commence à s'envoler et à chanter. Et il s'en va au loin. Et là, elle ne sait pas expliquer pourquoi, mais la petite, tout d'un coup, elle est plus triste. Comme si son frère, au final, n'était pas vraiment mort. Alors elle décide de rentrer chez elle, le cœur un peu plus léger. Elle se met à table et elle mange. Alors évidemment elle ne mange pas de ragoût, mais je pense qu'elle mange quelques légumes pour se mettre bien et elle va beaucoup mieux. Du coup l'oiseau qui s'était envolé s'était posé un petit peu plus loin sur la maison d'un orfèvre et il se met à chanter. Parce qu'on l'a dit, il chante super bien, hein, c'est un oiseau qui a fait The Voice. Et il chante très exactement ces paroles. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour recueillir mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. Bel oiseau que je suis. Et donc, l'orfèvre qui est en train de bosser sur une petite chaînette en or, tu vois, il entend tout ça et il dit, mais c'est magnifique ce qu'il chante, mais je comprends pas. Il sort et il voit l'oiseau. Il dit, oiseau! C'est normal de parler à des oiseaux. Oiseau, s'il te plaît, rechante-moi ce que tu viens de faire. L'oiseau lui dit, hop, 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 je ne chante pas 2 fois pour rien. Donne-moi cette chaînette en or et je rechante. Et il dit, bah écoute, pas de souci. Et il lui tend la chaînette. L'oiseau... je sais pas s'ils font vraiment ça, mais bon, il récupère de sa petite patte droite la chaînette et il lui rechante la chanson. C'est superbe. Et l'oiseau, dès qu'il a fini, il s'envole et part vers une autre maison. Cette fois, l'oiseau, il se pose sur le toit d'un cordonnier. Bon, le cordonnier lui a rien demandé à personne, il est tranquillement chez lui, puis il entend...
comme ça. Il se dit, tiens, il y a un oiseau qui chante dehors, ça chante plutôt pas mal. Il ouvre la porte, il regarde, il voit à moitié parce qu'il y a un soleil de fou. Et là, effectivement, au sommet de sa baraque, il y a l'oiseau qui est là en train de finir sa chanson que je vous ai citée tout à l'heure. Waouh, mais il chante super bien. Il appelle sa femme, il appelle sa fille, il appelle son commis, enfin, il appelle toute sa baraque. Il dit, venez voir dehors. Il y a un oiseau de dingue qui chante admirablement bien, c'est incroyable. Donc tout le monde sort, il voit l'oiseau, ils sont sous le charme, effectivement. Oiseau, s'il te plaît, tu peux rechanter ce que tu as fait tout à l'heure, j'ai pas tout entendu. L'oiseau lui dit, oh gars, t'as cru c'est la Croix-Rouge ou quoi? Il dit, moi, je ne chante pas 2 fois pour rien, donc il me faut un cadeau. Femme, va me chercher sur mon étagère ma plus belle paire de bottines rouges, s'il te plaît, que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, on va lui offrir. Il lui offre la paire de bottines rouges, et là, l'oiseau, il dit, ok, je peux rechanter. Et donc, il lui rechante, et une fois qu'il a fini, il s'envole et il trace. Cette fois-ci, il vole un petit peu plus loin et un petit peu plus longtemps jusqu'à arriver à un magnifique moulin où là bossent 20 jeunes garçons, 20 jeunes meuniers, voilà, qui sont en train de travailler. Il se pose au sommet de ce moulin et il chante. Il chante. Puis là, il y a un des meuniers qui l'entend, il dit, waouh, il chante super bien, il s'arrête de bosser, il écoute. Il y a 3 autres meuniers qui l'entendent chanter, il dit, oh, il chante super bien, il s'arrête de bosser, ils écoutent, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier, pauvre petit garçon. Bah lui est en train de bosser, il entend ça aussi, il s'arrête, mais il entend que la fin, quoi. Il est pas rassasié, il dit, oh, il chante super bien, mais j'ai pas tout entendu. Donc là, il se tourne vers l'oiseau, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais pas tout me rechanter? C'est magnifique. Vous le connaissez, le boug. Moi, je chante pas 2 fois pour rien. Je veux bien rechanter, mais vous me donnez cette meule là. Alors, ça tenait qu'à moi. Oui, moi, je te donne la meule, mais tu vois bien que je suis pas tout seul. On est 20. Et là, t'as des 19 autres hein, qui se retournent vers lui, qui lui disent, gars, il chante trop bien. Nous, on veut trop entendre. Donc, vas-y, on lui donne la meule, tant pis. Ok, bah, c'est parti. Il s'attelle à soulever la meule avec un petit système de levier et ils le mettent autour du cou, évidemment, de l'oiseau. Très robuste, hein, l'oiseau pour porter ça. Et là, il se remet à chanter. Il leur donne la totale. Waouh, super. Il chante tellement bien, ça les rend très heureux et l'oiseau s'envole en direction de la maison. Cette fois-ci, il se pose au sommet du genévrier pendant qu'en fait sa famille est en train tranquillement de manger. Ils sont à table, voilà, le père, la mère et la petite. La petite est inconsolable, elle continue de pleurer. La mère, tout d'un coup, elle est prise d'un sentiment un petit peu bizarre, elle se sent ouh, j'ai du mal à respirer, la vache, j'ai chaud quoi, un peu ça. Et le père, lui, il se dit, et je sais pas pourquoi, mais ça va être une bête de journée aujourd'hui, je me sens grave bien. Et là, l'oiseau commence à chanter. Et là, le père dit, mais c'est beau, qu'est-ce que c'est? Et l'oiseau continue de plus belle. Et au bout d'un moment, le père il dit, mais il faut que j'aille voir dehors. Sa femme lui dit, je t'en supplie, ne va pas dehors. Je refuse d'entendre ça. Elle se bouche les oreilles. Mais au moment où elle se bouche les oreilles, ça lui fait extrêmement mal. Elle essaye de fermer les yeux, mais ça lui brûle les yeux. Bref, on dirait qu'elle est possédée. Et lui se dit, faites ce que vous voulez. Il fait beau, je vais aller voir dehors. Ça a l'air d'être une dinguerie. Il sort et là, il voit l'oiseau qui chante, qui est en train de terminer sa chanson. Waouh, il est stupéfait. Quel oiseau magnifique. Qu'est-ce que tu chantes bien. Et l'oiseau, en plus de ça, il vient le voir et il lui jette la chaîne en or qui tombe directement autour de son cou. Le père, il est bluffé. Il se dit, mais attends, c'est vraiment, j'avais dit qu'aujourd'hui serait une belle journée, c'est une belle journée. Il rentre chez lui, il fait, oh, la dinguerie qui vient d'arriver. Il y a un oiseau qui chante trop bien. Et regardez, en plus, je viens d'avoir une chaîne en or. C'est magnifique. La petite qui n'arrêtait pas de pleurer commence à aller un petit peu mieux. Et elle se dit, peut-être qu'elle aussi, elle devrait aller voir cet oiseau qui chante extrêmement bien dehors et qui a l'air de faire du bien, tout simplement. Alors elle sort, alors que sa mère la supplie, non, ne sors pas. Elle essaye de la retenir. Alors la fille, elle se dit, attends, je vais sortir quand même, il y en a marre. Je vais aller voir ça. Et là, elle voit l'oiseau et elle entend la chanson. Elle est stupéfaite aussi. Et là, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Il lui donne évidemment la petite paire de bottines rouges. Waouh, mais elles sont magnifiques. Je n'ai jamais eu pareille paire de toute ma vie. Elle récupère les chaussures et rentre toute heureuse. Regardez ce que m'a offert l'oiseau. Le père est très content. La mère, elle est sidérée. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Plus elle reste dedans, plus elle est prise de malaise. Elle a envie de vomir. Elle se sent vraiment pas bien. Au point qu'elle se dit, mais il faut que je sorte en fait. Il faut que je sorte et peut-être que ça ira mieux dehors. Et là, au moment où elle sort, elle passe le pas de la porte. L'oiseau, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était envolé et il lui laisse tomber, t'as capté gars, la meule dans la gueule. Il lui écrase sa mère, elle est réduite en bouillie, il y a du sang partout. Le père et la fille qui sont dans la maison, ils entendent le bruit. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ils sortent, ils voient la meule remplie de sang et à côté, un épais nuage de fumée qui se forme. Et qui sort de là? Le petit garçon. Et là, ils se mettent tous à chialer, ils se prennent dans les bras, ils se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? Il lui dit, ah, c'était une longue histoire. Et voilà, ça termine comme ça. Du coup, le garçon qui avait été graille à la base, qui avait été tué, coupé la tête par la belle-mère, vient tout simplement de la détruire en lui faisant tomber une meule sur la gueule. Et le père, tout va bien. Moi, ce qui me fusille dans cette histoire, faut que je vous le dise, c'est la réaction du père. Le père, il a une chaîne à or, Sartek. Par contre, son fils qui est parti pendant 6 semaines, il va pas essayer de le retrouver. Et là, bah, sa nouvelle femme, morte. Et il est en mode, pas grave, peut-être qu'il aura tous les tenants et aboutissants, mais ça le fait pas trop réagir derrière. Et voilà pour ces 2 histoires absolument ignobles, on va pas se mentir. Vous aurez compris le thème, un petit peu de cannibalisme aujourd'hui, c'est quand même assez dégueulasse. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ben voilà, ce que vous pensez du format, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous n'êtes pas forcément la cible, est-ce que vous avez des idées aussi
par la suite, je ne sais pas. Il y a aussi le fait que certains contes très connus, Cendrillon, Blanche-Neige, etc., et des histoires quand même assez catastrophiques à la base. Si vous voulez que je revienne aussi là-dessus, ça peut être frais. Ça peut être frais et fait, surtout, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, de mettre un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao.